Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Quelles sont les répercussions de l'attaque de l'armée marocaine contre les Sahraouis qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale d'El Gargarat? Dans un instant, nous ferons le point sur la situation et nous verrons les réactions internationales. L'ancien président de l'AGS Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi, a été enterré aujourd'hui à l'Arbana Thelaten, à Tizi Ouzou, en présence d'une foule nombreuse. Sa famille a reçu plusieurs messages de condoléances de la part de hauts responsables de l'État. La pandémie de coronavirus continue à faire des victimes en Algérie. 844 nouveaux cas confirmés, 420 guérisons et 14 décès. Les Algériens respectent-ils assez les gestes barrières? Réponse en images. Enfin, on vous invite à faire un voyage dans le temps à travers la visite de deux musées, le Musée public national de Chefchaouen et le Musée national maritime. Ils renferment tous les deux d'importantes collections de belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal avec les répercussions de l'attaque de l'armée marocaine contre les Sahraouis qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale d'El Gargarat. Le président sahraoui Brahim Ghali a annoncé dans un décret présidentiel la fin de l'engagement au cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc en 1991. L'Algérie appelle les deux parties à respecter l'accord militaire numéro 1. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit préoccupé par les répercussions possibles de cette attaque. On découvre les autres réaction avec Abdelmajid Benqassi. Le président sahraoui Brahim Ghali a annoncé officiellement aujourd'hui la fin de l'engagement au cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc en 1991. Le président Ghali, chef suprême des forces armées, a indiqué que cette décision a été prise après que le Royaume du Maroc ait violé l'accord de cessez-le-feu en attaquant des civils qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale d'El Gargarat et ouvrant 3 autres brèches dans le mur militaire marocain. Face à cet acte d'agression, les forces militaires du Front Polisario ont été contraintes d'intervenir en état de légitime défense face aux forces marocaines pour protéger les civils. L'agression marocaine n'a pas manqué de susciter de nombreuses réactions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit préoccupé par les conséquences possibles de cette agression et a réaffirmé sa détermination à faire tout son possible pour éviter l'effondrement du cessez-le-feu en place depuis le 6 septembre 1991. Le président de la Commission de l'Union africaine, de son côté, a exprimé sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation au Sahara occidental, notamment dans la zone d'El Gargarat. L'Algérie et la Mauritanie, pays voisins, ont de leur côté exprimé leurs préoccupations. L'Algérie déplore vivement les graves violations du cessez-le-feu enregistrées hier à El Gargarat, appelant à la cessation immédiate de ces opérations militaires. Quant à la Mauritanie, qui suit avec une grande préoccupation la situation, elle a appelé à la retenue et à la préservation du cessez-le-feu. La Russie a appelé dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères à faire preuve de retenue maximale. Moscou a appelé à la reprise urgente des négociations directes entre les deux parties en conflit et à la nomination des nouvel envoyés personnels du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental. La France a de son côté appelé à tout faire pour éviter l'escalade au Sahara occidental, soulignant également l'urgence de la nomination d'un nouvel envoyé onusien. D'autre part, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi dans plusieurs régions espagnoles pour exprimer leur soutien au peuple sahraoui dans sa lutte légitime contre l'occupant marocain qui a violé vendredi l'accord de cessez-le-feu par son agression contre des manifestants civils sahraouis pacifiques. Les manifestations coïncident avec le 45e anniversaire des accords tripartites de Madrid du 14 novembre 1975 qui ont permis au Maroc d'occuper illégalement les territoires sahraouis. L'occasion pour les participants de lancer un appel au gouvernement espagnol pour assurer ses responsabilités historiques et juridiques envers le peuple sahraoui. L'instance maghrébine pour la paix et la sécurité dans les États du Maghreb arabe a pour sa part condamné l'agression marocaine dangereuse contre le peuple sahraoui. Enfin, l'intergroupe parlementaire européen Paix pour le peuple sahraoui a exhorté l'Union européenne à condamner les mesures marocaines unilatérales dans la région d'El Gargarat en appelant à la fin immédiate de la politique d'impunité dont bénéficie le Maroc.
Voilà pour les derniers développements dans le dossier du Sahara occidental. L'ancien président de la GS Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi, a été enterré aujourd'hui dans son village natal d'Eril Ntazart, dans la commune de l'Arba'a Nathiraten, à Tizi Ouzou, en présence d'une foule nombreuse, comme on peut le voir sur ces images. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a adressé ses condoléances à la famille de l'ancien président de la GS Kabylie. Slimane Chennine dira « Je ne peux qu'exprimer à ses proches et à la famille sportive algérienne en mon nom et au nom de l'ensemble des députés de l'Assemblée populaire nationale mes condoléances les plus sincères et les plus attristées, implorant Allah le Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde, de prêter à toute sa famille patience et consolation. » Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ses sincères condoléances à la famille de l'ancien président de la GS Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi. C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès de l'ancien président de la GS Kabylie, figure emblématique du football algérien, Mohamed Cherif Hannachi, que Dieu lui fasse miséricorde. Tout en partageant avec vous votre peine de cette douloureuse épreuve, je vous présente, et à travers vous, à l'ensemble des dirigeants et des supporters de la GS Kabylie, mes sincères condoléances, et je vous rassure de ma profonde sympathie, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort, ajoute Abdelaziz Jarrad. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmed, a présenté ses condoléances à la famille de Mohamed Cherif Hannachi, à la GS Kabylie, à la Fédération algérienne de football, au nom de la grande famille du football africain, du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Dans l'actualité de ce samedi, la route a encore fauché la vie à 3 personnes. 14 autres personnes ont été blessées suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs survenu ce matin dans la commune de Sougar, wilaya de Tiaret. Le bus roulait sans autorisation selon la direction des transports de la wilaya. Les images témoignent d'un terrible accident. Commentaire signé Amel Bouharba. Finalement, ce bus de transport de voyageurs qui se rendait à Blida n'arrivera jamais à bon port. Très tôt ce matin, à l'entrée sud de la daïra de Tiaret, les 23 passagers qui étaient à son bord ont été surpris dans leur sommeil par le dérapage du bus, entraînant son renversement. Ce qui provoquera un accident mortel qui coûtera la vie à 3 personnes et fera 14 blessés. L'accident s'est produit suite au dérapage et renversement d'un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Béchar-Blida. Malheureusement, le bilan est lourd. Nous déplorons le décès de 3 personnes, 2 hommes et une femme, âgés entre 25 et 67 ans, en plus de 14 blessés. Les services de la protection civile ont évacué les blessés vers les urgences de l'hôpital Tahar Mimouni de Sougar pour recevoir les soins nécessaires. On dormait, on ne sait même pas comment cela s'est produit. Le bus a dérapé et c'est là qu'on s'est réveillé. Encore sous le choc, nous avons réalisé la gravité de la situation. Le bus s'est renversé, ce qui a suscité une panique générale. On a commencé à fuir dans tous les sens. Quelque temps après, la protection civile est arrivée sur les lieux et on nous a évacués vers l'hôpital. Le bus s'est renversé, que Dieu nous accorde sa bienveillance. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale afin de déterminer les causes de l'accident. Nos services sont intervenus rapidement sur les lieux et ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident. En dépit de l'arrêt des activités de transport décidé par les pouvoirs publics pour freiner la propagation du Covid-19, de nombreux conducteurs de bus activent clandestinement. Ce bus de voyageurs se rendait de Béchar à Blida. Il ne disposait pas d'autorisation puisque les autorités ont imposé l'arrêt du transport routier interwilaya. Il s'agit là d'une violation des mesures prises par les hautes instances du pays qui ont suspendu cette activité à cause de la pandémie de Covid-19. Décidément, l'hécatombe routière ne semble pas connaître de répit. En seulement 48 heures, 14 personnes ont péri et 326 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays. Le facteur humain représente 90% des causes de la violence routière. L'excès de vitesse et les dépassements dangereux sont souvent décriés.
Et c'est l'heure de faire le bilan quotidien de la pandémie de coronavirus en Algérie. 844 nouveaux cas confirmés, 420 guérisons et 14 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, ce sont les suivants. 844 nouveaux cas, 458 nouvelles hospitalisations, 420 patients guéris, 42 patients en soins intensifs et 14 décès. Avec la notification de 844 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de 1,9 cas pour 100 000 habitants, sachant que 13 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. 14 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 21 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 14 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons atteint 458 nouveaux patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 44 199, dont 420 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 42 patients intubés en soins intensifs. Et les mesures de prévention sanitaire sont loin d'être respectées partout, vous le savez, par négligence ou par ignorance. Et pourtant, la propagation de ce virus continue à faucher des vies tous les jours. Reportage à Alger de Nassima Yarkoubi, commentaire signé Adel Bouhames. Ici, les mesures barrières sont loin d'être respectées, ce qui explique l'augmentation des cas de contamination au coronavirus. Et chacun se défend à sa manière pour expliquer cette négligence. J'ai peur, c'est évident, mais je ne peux pas empêcher cet homme de s'asseoir près de moi. Ça ne se fait pas. Même s'il est assis près de moi, il n'est pas en face de moi. Ce qui est de la distanciation. Je ne vais pas prendre avec moi le distance-mètre. Acceptons notre sort, tel qu'il soit. J'ai enlevé ma bavette juste pour grignoter quelque chose. Je viens juste de déjeuner. C'est pour ça que j'ai enlevé ma bavette. J'ai enlevé la bavette en descendant du bus, je m'étouffais à l'intérieur. Ce non-respect des mesures barrières explique la courbe ascendante des cas de contamination, ce qui place Alger parmi les wilayas les plus touchés par la pandémie de la Covid-19. Au 11 novembre, les services hospitaliers à Alger comptaient 2000 lits pour l'hospitalisation et 250 lits pour la réanimation. Sur les 2000, plus de 1190 sont occupés. Le taux de saturation des lits à Alger est de l'ordre de 59,65%. Des mesures concrètes s'imposent pour maîtriser une situation qui ne fait que s'aggraver. Nous sommes en mesure d'augmenter le nombre de lits en cas de besoin. Mais à ce rythme, il est fort possible qu'on ne puisse pas répondre à la forte demande. Le combat contre le virus doit se faire en dehors des hôpitaux et non pas à l'intérieur. Le constat est amer. L'appel à la vigilance de tous et le respect des mesures de prévention sanitaire demeure le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Et nous célébrons aujourd'hui la journée internationale du diabète. Les études scientifiques le démontrent. Les personnes atteintes, les personnes qui souffrent de surpoids ont plus de chances de devenir diabétiques et les personnes atteintes de diabète sont plus vulnérables à la pandémie de coronavirus. Comment éviter le diabète? Réponse dans ce reportage de Nedia Soltani, commentaire signé Adel Bouhames. Les experts confirment les liens dangereux entre le surpoids et le diabète, une maladie qui gagne du terrain, touchant de plus en plus de jeunes en Algérie. En cause, la sédentarité et le mode alimentaire marqué par la malbouffe. Le surpoids empêche l'insuline de pénétrer dans les cellules du corps et reste dans la circulation sanguine, ce qui entraîne l'augmentation du taux de glucose dans le sang. Selon les études que nous avons réalisées, le diabète de type 2 lié au mode de vie touche de plus en plus de jeunes âgés de 18 ans. Je mange de façon excessive, des pâtes, du pain, je mange de tout. C'est pourquoi j'ai pris du poids. J'ai progressé. Le poids بزاف. J'ai consulté des médecins les généralistes قالوا لي باللي attention السمنه هذه تجيب لك لو ريسك دو ديابيت ولا ليبرتوندي effectivement 95 قبل درت لي تيست صبت روحي ديابيتيك لا تريغليسيريد تاعي طالعه بزاف ولا تريغليسيريد كي طلع بزاف معناتها فهموني باللي عندها الريسك تاع السكر ثاني. Selon les experts, la consommation de légumes, des fruits et des protéines doit être privilégiée.
Il est recommandé de consommer des fruits et des légumes, de préférence à chaque repas, de manger des protéines, pas nécessairement les viandes. On peut les remplacer par des œufs. Il faut également éviter les sucres rapides. L'exercice physique est essentiel. Le plus simple est de favoriser la marche au moins 30 minutes par jour. Nous sensibilisons les personnes atteintes de diabète et d'hypertension en particulier et les citoyens en général pour adopter une alimentation saine et éviter les excès afin de prévenir l'obésité et ses complications. Adopter un mode de vie sain, éviter les excès et pratiquer une activité physique régulière, des recommandations clés pour diminuer le risque d'apparition du diabète et limiter des complications qui peuvent être irréversibles. Voilà pour ce commentaire signé Amel Bouarba. Et si vous êtes diabétique, vous pouvez contacter votre médecin traitant à distance grâce à l'application Dawini qui vous permet d'éviter les déplacements et donc diminuer les risques de contamination au coronavirus. Vous vous demandez certainement comment ça marche. Réponse avec Adel Boukhams. Dawini Diabète, une des solutions informatiques conçues spécialement pour aider les personnes diabétiques à effectuer leurs consultations et autres contrôles médicaux à distance, sans avoir à se déplacer vers les différents services hospitaliers. Très pratique dans la conjoncture actuelle, cette application leur évite tout risque de contamination au coronavirus. Dawini Diabète est une application numérique mobile qui permet aux patients d'entrer en visioconférence avec son médecin traitant. Pour Nazim, diabétique, cette application est une véritable aubaine. Il a rendez-vous aujourd'hui avec son médecin traitant pour une téléconsultation de routine. Bonjour docteur. Bonjour Nazim, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu contrôles ton diabète. Je vois que tu essuies ton nez. Pourquoi donc? Oui, c'est vrai, j'ai le nez qui coule et j'ai un peu de fièvre. Vous avez fait les tests chez vous à la maison? On n'est pas sûr qu'il s'agisse du Covid-19. Mais comme tu es diabétique, je ne veux pas qu'on prenne le moindre risque. C'est tout. Cette application est très pratique. Elle évite aux malades les allers-retours chez les médecins ainsi que le contact avec d'autres malades. Car comme vous le savez, les diabétiques ont une immunité un peu réduite. Cette application nous permet donc d'assurer la téléconsultation. C'est une application, on fait de la téléconsultation. Être diabétique n'augmente pas le risque de contracter la Covid-19, mais augmente potentiellement les risques de développer des symptômes sévères et des complications en cas de contamination. Dans cette situation de crise sanitaire, ce genre de solution prend donc tout son sens. Et voici une autre solution qui vous permet d'accéder à des informations correctes sur la propagation de la pandémie de coronavirus et les mesures de prévention à adopter. Ahmini, une plateforme algérienne qui lutte contre les fake news et vous donne des informations vérifiées. Reportage de Manel Abdish, commentaire signé Adel Boukhams. Protège-moi, ou tout simplement Ahmini. C'est le nom d'une plateforme numérique conçue par la Fédération algérienne de pharmacie et plusieurs associations médicales et scientifiques en vue de mettre un terme aux fausses informations relatives à la pandémie de la Covid-19. Suite à la propagation de cette pandémie, nous avons pensé à mettre en place cette plateforme en collaboration avec des associations médicales telles que l'Académie algérienne d'allergologie afin de sensibiliser les citoyens quant au danger du coronavirus. Une plateforme destinée aux citoyens mais également aux praticiens médicaux. Il faut savoir que deux groupes de travail sont à pied d'œuvre. Le premier est destiné à la société civile, alors que le deuxième est dédié aux praticiens du monde médical pour les initier à faire face à cette nouvelle maladie. Cela se fait à travers des webinars, qui sont en fait des cours en ligne assurés par des conférenciers internationaux et des spécialistes algériens. Nous avons également organisé des colloques virtuels. Une plateforme destinée aux professionnels comme au grand public. En cas de doute, vous pouvez toujours consulter ahmini.org.
Toujours dans le domaine de l'innovation, le gouvernement algérien place, comme vous le savez, les startups au cœur de sa politique économique. On vous propose à partir de ce week-end la start-up de la semaine. L'occasion de vous présenter une start-up innovante dans plusieurs domaines. On commence cette fois-ci avec Huntin ou les chasseuses de talents. Regardez. Je m'appelle Abdou Mouna, je suis manager de Huntin. Je m'appelle Nadia Ben Slama, je suis manager des opérations au sein de Huntin. Huntin, c'est une petite entreprise spécialisée dans les ressources humaines. On propose aux entreprises le service de recrutement et la chasse de talents. On est déjà existant depuis 1 année et demie et on arrive quand même à bâtir une notoriété sur le marché algérien. Nous offrons nos services aux petites entreprises comme nous, les moyennes entreprises et aussi les grandes entreprises, que ce soit dans le middle management, le côté opérationnel ou tout simplement le top management. Les avantages, c'est que c'est un marché qui est vierge. Voilà, on peut tout exercer sur le marché algérien. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter au marché algérien. Mais on rencontre quand même pas mal de contraintes, telles que la formation. La loi algérienne qui régit le domaine des ressources humaines et du recrutement, elle n'est pas à jour. La loi nous interdit de recevoir des honoraires de la part des candidats. Donc ce qui fait des entreprises notre seule cible commerciale. Allô, oui, bonjour Huntin. Dans l'actualité de ce samedi, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine par mer et après l'ouverture d'une enquête approfondie, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Canastel dans la wilaya d'Oran ont démantelé un réseau de passeurs qui organisait des traversées en mer pour des clandestins à l'immigration. L'enquête a permis l'arrestation de 10 individus, la saisie d'une embarcation pneumatique dotée d'un moteur de 40 chevaux, de 2 véhicules, de 2 véhicules utilitaires et touristiques, une moto d'une somme d'argent également de 300 millions de centimes en monnaie nationale et de 215 €, de 9 téléphones portables, de 8 jerrycans de gasoil de 30 litres chacun et d'un appareil GPS. Après l'achèvement de l'enquête et la finalisation des procédures judiciaires, les suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes. Dans l'actualité sportive, l'Assemblée générale ordinaire du comité olympique s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Jazeera avec la présence de 54 membres sur 89 que compte l'Assemblée générale, représentée par 19 fédérations olympiques et 35 non olympiques. À l'ordre du jour, la lecture des bilans moraux et financiers, adopté à l'unanimité l'élection des 2 membres féminins et masculins, Friel Schwitter et El Hadi Moussab. On les écoute et on écoute aussi le président du comité olympique algérien interviewé par Mokhtar Hamani. Cette assemblée générale de 2019, c'était prévu en mars 2020. Bon, à cause du coronavirus, on n'a pas pu avoir les autorisations nécessaires jusqu'à maintenant. Et alhamdoulilah, bon, tout s'est très bien passé. Les bilans financiers et moraux ont été adoptés. Et il y a eu l'élection des 2 nouveaux membres. Je trouve que c'est une récompense de la part du mouvement sportif pour lequel je donne énormément et je dirais jamais suffisamment. Dans la mesure où je me suis toujours occupée de la santé des athlètes, puisque je préside la commission médicale au niveau du comité olympique. Néanmoins, mon élection au niveau du bureau exécutif va me permettre de pouvoir encore les aider davantage, les défendre peut-être sur d'autres plans. Tout d'abord, je suis très heureux. Du moment où je représente le sport pour tous, c'est une autre voie du sport. Donc, c'est une autre façon de voir les choses concernant le sport pour tous. Je suis très heureux. Du moment que je représente la famille du sport pour tous, nous avons pratiquement les 48 wilayas au niveau de notre fédération. Donc, c'est une opportunité, Lina, comme fédération et comme aujourd'hui comme membre du bureau exécutif, de lancer les différentes activités récréatives.
Un peu de culture maintenant, car on en a besoin, surtout en cette période de confinement. On vous propose une visite guidée du Musée national public de Cherchell. Il témoigne de plusieurs civilisations et renferme, vous allez le voir, des collections bien préservées. Commentaire Raouf Hamouche. L'emplacement est majestueux. Situé dans l'ancienne ville de Césarée de Mauritanie, nous sommes au cœur du musée archéologique national de Cherchell, dans la wilaya de Tipaza, qui recèle de véritables trésors reflétant des pages de l'histoire, de la préhistoire, à la période romaine, grecque ou encore ottomane. Avec ses bustes, têtes et statues de Juba II, le musée nous offre un véritable voyage dans le temps à travers ses galeries. هناك جزءان من هذه التماثيل الجزء الأول هو اللي يمثل شخصيات. Il y a deux catégories de statues. La première partie concerne les personnalités qui ont régné dans la région, comme la famille royale de Juba II. En second lieu, nous pouvons aussi trouver des objets archéologiques. Un site riche en histoire qui laisse le visiteur admiratif devant la diversité et la beauté des pièces et objets exposés, notamment les mosaïques romaines qui nous renvoient à la vie des civilisations antérieures qui ont foulé le sol de cette ville. Cette mosaïque reflète les activités agricoles qui sont divisées, comme vous le voyez, en 4 parties. La première, la deuxième ainsi que la troisième montrent les campagnes labour-semail et la quatrième, celle liée à la culture du raisin. Un musée témoin des époques et des civilisations qui ont marqué l'Algérie et qui mérite certainement d'être redécouvert. Et on termine ce journal avec une belle visite guidée au musée national maritime, méconnu par le grand public. Et pourtant, il renferme, vous allez le voir, d'importantes collections. En plus de ces objets, le musée offre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps, car son édification remonterait à 1814. Reportage signé Samira Hadjamar. Il est le symbole de toute la puissance et de l'étendue de la défense d'El Mahrousa à travers des siècles d'histoire. Son histoire est l'histoire du premier port d'Alger, de la jetée édifiée par Khaireddin Barberousse, ce guerrier qui a terrassé les forces navales commandées par le capitaine de Navarre. Voici le récit de cet édifice classé monument national et universel. L'édification des voûtes Khaireddin, nous avons des écrits, des sources qui parlent qui datent l'édification en 1814. Mais quand on observe les techniques de construction, les matériaux, les différentes voûtes qu'il y a au sein de cet édifice, on déduit que peut-être il y a eu 2 étapes de construction. La première, elle est constituée d'une succession de 2 voûtes d'arêtes jumelées qui reposent sur un pilier central, construites pour la plupart en briques de terre cuite. Par contre, la deuxième série de voûtes, c'est une seule voûte, un seul arc de 6 mètres de largeur et de 9 mètres de hauteur qui repose sur 4 piliers latéraux. Et là, par contre, le matériau qui domine est des blocs taillés de la période romaine. Les voûtes Khaireddin n'ont pas livré tous leurs secrets. Tant de choses restent à découvrir. On dit que c'était les entrepôts qu'on entreposait des matériaux de construction ici. Peut-être que s'il y a des sondages et des fouilles, on pourra confirmer ou avoir d'autres hypothèses. La conquête française a dénaturé l'architecture originelle. Elle a apporté son lot de déformations et les traces restent encore visibles à nos jours. Dès 1830, donc dès l'occupation d'Alger, l'amirauté d'Alger et aussi on s'accapare du site défensif le plus important d'El Jazeera. Donc l'armée française s'installe, occupe les lieux et a transformé cet édifice, les voûtes Khaireddin. On suppose que c'était un dortoir pour l'infanterie militaire. Et pour preuve, on a la construction des fours que vous avez vus, les 4 fours assez importants qui
très probablement permettait de cuire le pain et la nourriture pour les militaires. Des objets inestimables sont entreposés dans l'espace réservé aux expositions temporaires. Pour la plupart, il s'agit de donations, notamment par la Marine nationale, ou encore des trouvailles miraculeuses offertes par des citoyens. Le musée maritime national est ouvert au public. On peut le visiter et y faire des activités ludiques et pédagogiques à l'intention des enfants. Les enfants des ateliers pédagogiques au niveau du site. Pour les visites, pour qu'il y ait des procédures à faire, des demandes, des demandes d'écrit, pour faire des autorisations d'entrée l'année. Les demandes conjointes avec les pièces d'identité, les heures la semaine, la durée de la semaine, Avec ces belles images de notre patrimoine culturel, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.